Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En fait, j'avais pensé vous faire une présentation plus spécialisée pour des mathématiciens, mais j'ai juste pas eu le temps. Donc, je vais vous offrir quelque chose que je présente souvent, qui est assez léger quand même, mais je veux juste vous faire un survol de toute cette grande question-là. Puis, je vais aller voir, il y a quelques éléments mathématiques que je vais vous amener, mais essentiellement, le point que je veux faire, c'est que les maths sont absolument essentielles dans cette grande question-là. Donc, alors, ce que vous voyez ici, c'est une vue d'artiste d'un système planétaire que je vais parler, là, qui est la vedette des systèmes planétaires qu'on espère étudier très, très bientôt avec le télescope spatial James Webb. OK, donc, alors, c'est une grande question, une vieille question qui date depuis des millénaires. Il faut remonter au philosophe grec, et notamment Épicure, 300 avant notre ère, la lettre à Hérodote, et qui écrivait déjà ceci. Il y a un nombre infini de mondes semblables aux nôtres et un nombre infini de mondes différents. En plus, on doit admettre que dans tous les mondes, sans exception, il y a des animaux, des plantes. Et vous voyez comment cette intuition-là, elle est vieille comme la Terre, comme l'humanité, qu'il doit y avoir de la vie ailleurs. Et d'ailleurs, je suis convaincu. Je suis convaincu qu'il y a de la vie ailleurs. Le problème, c'est que j'en ai pas aucune évidence. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Comment on pense y arriver. Et bon, ça fait déjà presque une décennie que je le dis, là, mais je pense qu'on est à quelques décennies d'avoir cette réponse-là. Alors, donc, quand je parle de vie, vous pensez sûrement à tout ça, hein? Des bactéries, des plantes, des animaux, et vous pensez sûrement aussi à ça, n'est-ce pas? Les Homo sapiens. Et dans le contexte de vie extraterrestre, bien, vous pensez à ça aussi, la vie intelligente. Et y a-t-il de la vie intelligente? Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. C'est une grande question, sérieuse, scientifique, et ça serait absolument génial d'avoir un signal. Ce serait vraiment la preuve ultime qu'il y a vraiment de la vie intelligente, de la vie à l'extérieur du système solaire. Alors, la vie sur Terre, bon, on la connaît, elle est vieille comme la Terre. On sait qu'il y a des évidences de la vie depuis au moins 4 milliards d'années. Donc, aussitôt que la Terre s'est formée, il y a 4,6 milliards d'années, à peu près un demi-milliard d'années après, on ne sait pas trop comment, là, mais la vie est apparue. Et ensuite, ben, la vie, elle l'a eu dur. Hein? Il y a eu plein de cataclysmes. Cet événement-là, il y a 65 millions d'années, qui a vraiment éradiqué là, ces gros bêtas de dinosaures qui étaient là depuis des centaines de millions d'années. Une UTT de cet événement-là, qui sait si les petites musaraignes qui lançaient les mammifères auraient mené à nous. Mais enfin, le point est que plusieurs fois dans l'histoire de la Terre, la vie a été presque éradiquée complètement. Et en fait, elle a survécu parce que la vie peut apparaître partout, dans le fond des océans, dans les milieux très, très froids, dans les milieux très salins, même dans les réacteurs nucléaires. Et ça, c'est très encourageant du point de vue de trouver de la vie dans différents environnements. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on cherche sur Mars. On sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars il y a plusieurs milliards d'années. Et donc, qui sait si on creuse dans le sol martien qu'on ne va pas trouver des fossiles, sinon même, peut-être même de la vie. Même plus loin dans le système solaire. Ça, c'est une vue d'une petite lune de Saturne, Encelade, qui est une petite boule de glace d'à peu près 500 km. Et quand la sonde Cassini, la sonde européenne, est allée la visiter, la photo vient d'elle, elle a trouvé des geysers. Et ce qui montre qu'en fait, sous la croûte de glace, il y a un océan. Et ce sont les forces de marée de Saturne qui, en fait, réchauffent l'intérieur. Et non seulement Cassini a pu prendre ces photos-là, on a programmé la sonde pour passer dans les plumes, pour respirer ces plumes-là. Et devinez quoi? On a trouvé de l'eau et des minéraux. On n'en sait pas plus. Mais qui sait s'il n'y a pas carrément de l'activité biologique dans cet océan souterrain, sous glace, très loin dans le système solaire. Alors, bien sûr, à l'échelle de l'univers, de notre galaxie, ou plutôt de notre voisinage solaire, les possibilités sont énormes. On le sait maintenant depuis 25 ans. Il y a des milliers d'exoplanètes et on peut estimer statistiquement que ce sont des milliards de planètes potentiellement habitées qui existent. Et on sait maintenant que le système planétaire le plus proche de la Terre, l'étoile la plus proche de la Terre, Proxima Centauri, à 4 années-lumière, a une planète dans la fameuse zone habitable dont je vais parler tout à l'heure. Donc, les possibilités sont gigantesques. Alors, voici notre portrait de famille, c'est les planètes de notre système solaire. Donc, vous reconnaissez les planètes Jupiter, Saturne, donc Uranus, Neptune, ce sont des planètes gazeuses. Et les petites boules de roche, la Terre, sa sœur Vénus, Mars, Mercure et Pluton. Et en fait, une des grandes découvertes de la recherche sur les exoplanètes, c'est que, en fait, les planètes les plus typiques qu'on trouve dans le voisinage solaire ne sont pas ceux-là. En fait, c'est quelque chose qui ressemble plutôt à ceci. C'est une planète
qui a une taille et une masse intermédiaire entre celle de la Terre et de Neptune. Donc, on les appelle des super-terres s'ils sont du côté rocheux ou des mini-Neptunes s'ils sont du côté gazeux. Et ça, c'est une grande question scientifique de comprendre l'origine et la formation de ces systèmes planétaires-là. Et donc, vous voyez, là c'est vraiment un histogramme là, des planètes qui ont été trouvées, là, et le pic se trouve dans une région, en fait, d'espace de paramètres qui n'existe absolument pas. Donc, c'est un peu étrange, là, qu'on vit dans un système solaire qui est vraiment atypique, et ça, c'est encore une grande question. Vivons-nous dans un système solaire normal? On n'a pas encore la réponse à ça. OK. Donc, ce qu'on cherche dans le contexte de trouver de la vie ailleurs, on cherche une planète rocheuse. En fait, on cherche ce qu'on sait. On ne connaît qu'un seul exemple de vie, n'est-ce pas? Donc, on cherche une planète rocheuse qui aurait une atmosphère, qui aurait de l'eau liquide à sa surface. Et en fait, on s'intéresse justement à ce que l'activité biologique peut faire sur son atmosphère. On connaît comment nous, les humains, pouvons polluer notre atmosphère avec du CO2, mais généralement, l'activité biologique, surtout les algues marines, va produire du CO2 et bien sûr, les animaux, du méthane. Et ces gaz-là sont vraiment en déséquilibre thermodynamique. Autrement dit, si on arrêtait la vie tout à coup, le 20 d'oxygène qui serait dans notre atmosphère disparaîtrait. Donc, tout rouillerait, en fait. Donc ce qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle des biosignatures. La présence d'activités biologiques à une échelle globale sur une planète. Mais là, pas des petits bonhommes verts, vraiment des bactéries. La chose la plus simple qu'on peut imaginer, qu'on sait, a existé sur notre planète depuis des milliards d'années. OK. Donc, alors, la zone habitable. Donc, c'est ça, un concept un peu mal défini, mais qui grossit, qui dit quelle est la région autour d'une étoile où on peut espérer trouver de l'eau à la surface de la planète. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend bien sûr de la température de l'étoile. Donc, plus l'étoile elle est chaude, plus la zone habitable va être loin, et inversement. Mais ça dépend aussi de l'atmosphère. L'atmosphère joue un effet de serre important, et donc ça, bien sûr, il faut en tenir compte. Mais grossièrement, on peut dire là, que dépendamment des propriétés de l'atmosphère qu'on va avoir, la zone habitable dans notre système solaire est à peu près entre l'orbite de Vénus et celle de Mars. On sait que Vénus, il fait déjà très, très chaud, là. C'est pas très habitable, mais... et en fait, même la Terre serait à la région limite, vraiment, là, de la région interne de notre zone habitable. Donc, voilà. Donc, on cherche des planètes rocheuses et dans la fameuse zone habitable. Alors, on peut poser la question, y a-t-il de la vie sur Terre? Bon, bien sûr qu'on le sait, mais dans le contexte de... Imaginons qu'on est à l'extérieur de la Terre, serions-nous capables d'avoir une expérience contrôlée pour se convaincre qu'on est capable de trouver de la vie? Dans le contexte de chercher de la vie ailleurs, ça serait bien de voir qu'on est capable de le faire au moins pour notre bonne vieille Terre. Ça s'est fait il y a longtemps, au début des années 90, et c'est via la sonde Galileo qui s'en allait explorer Jupiter, et dans son parcours, elle devait faire une rencontre avec la Terre, un flyby, un effet de fronde gravitationnel. Et voici la belle image que Galileo a prise de la Terre et de la Lune. Et un astronome très célèbre que vous connaissez probablement, Carl Sagan, a décidé, on va tourner les caméras, les instruments de Galileo vers la Terre et on va analyser les données. On va faire comme si c'était un système externe et on va se poser la question, arrive-t-on à identifier l'activité biologique sur cette planète-là? Ça a fait l'objet d'un article Nature en 1993. Alors, Search for Life on Earth from the Galileo Spacecraft. Alors, je vous montre juste, c'était en 1990. Et la conclusion, c'est que oui, il y a de l'évidence d'oxygène. Alors, voici le spectre, un spectre de très, très basse résolution, là. On voit de l'oxygène, on voit de l'eau, on voit aussi des sauts dans le spectre, dans le rouge. Là, on est à 0,7 microns, ici, 700 nanomètres, qui en fait est dû au pigment des chlorophylles sur la partie des continents. Et on trouve aussi beaucoup de méthane, mais dans un état d'équilibre thermodynamique hors équilibre. Donc, on ne peut pas expliquer la quantité de méthane dans cette planète-là sans qu'il y ait quelque chose d'anormal qui s'y passe. Et encore plus intéressant, on a trouvé des pulses radio qui sont modulées qui peut-être suggèrent la présence de vie intelligente. Donc, vous voyez comment à distance, on est capable d'avoir une expérience contrôlée qui montre que, oui, c'est possible de pouvoir déduire qu'il y a de la vie sur notre propre planète. On peut le faire d'une autre façon, qui est en lien avec une autre technique que je vais montrer tout à l'heure. Vous avez peut-être déjà vu ce beau spectacle-là, qui est une éclipse de Lune. Donc, une éclipse de Lune, c'est lorsque la Lune est dans l'ombre de la Terre, mais elle ne devient pas complètement noire.
parce que, à cause de l'atmosphère de la Terre, donc là, on ne voit pas très bien ici à cause de la lumière, là, mais ça, c'est ce qu'on verrait si on était sur la Lune lors d'une éclipse lunaire. Et c'est que l'atmosphère, en fait, filtre la lumière. La lumière bleue est plus absorbée que le rouge, et donc c'est le rouge qui passe, et c'est pourquoi on voit une lune rougeâtre lors d'une éclipse lunaire. Mais si vous étiez sur la Lune, et en fait, nous, on peut le faire, on peut faire un spectre de cette lumière-là. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on voit? Bien, en fait, on fait un spectre de l'atmosphère de la Terre. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ceci. Donc, ça va du domaine infrarouge. Le visible, c'est autour de... Les longueurs d'onde sont en microns, là, 0,5 microns. Et vous voyez toutes les bandes d'absorption. On voit de l'eau, de l'oxygène, du méthane. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle une biosignature. Donc, vous voyez comment, à distance, on est capable de pouvoir déduire que notre propre planète a des gaz comme ça. Oui? Mais je suis curieux parce que là, on parle de reconnaître comme les signes de la vie comme biologique qu'il y a sur Terre. Par exemple, qu'il y a beaucoup d'oxygène, quoi que ce soit. Mais c'est quoi le rationnel pour penser que ça serait comme ça ailleurs aussi? Est-ce que c'est comme la configuration de genre... C'est une très bonne question. Parce que, puis ça serait quoi, si oui, ça serait quoi comme peut-être les principes plus généraux? Puis un aussi, comme relié à ça, c'est quoi la définition de vie que tu utilises pour chercher la vie? Ce sont d'excellentes questions. Et d'ailleurs, plusieurs se la posent. Mais d'un point de vue strictement pratique, ce qu'on peut espérer faire, pour l'instant, comme première étape, c'est essayer de trouver ce qu'on connaît. On connaît bien mais vous avez tout à fait raison, ça se peut qu'on se plante complètement, qu'on va penser qu'on n'a rien détecté, mais il y a en fait quelque chose. En fait, c'est la conclusion de ma présentation, qui est en lien avec ce que vous dites. Mais effectivement, tout ce qu'on se propose de faire pour l'instant, c'est d'essayer de trouver ce qu'on connaît. Ceci, un spectre comme ça. On sait que sur la Terre, c'est comme ça. Mais en fait, on sait aussi que dans toute l'histoire de la Terre, ce n'était pas comme ça. Et ça, on en tient compte. Par exemple, au début, il y a 3 milliards d'années, il y avait davantage de méthane que d'oxygène. En fait, il n'y avait pas d'oxygène. L'oxygène est arrivé 2 milliards d'années après la formation de la Terre. Il y avait de la vie. Il y avait de la vie, mais il y avait quand même beaucoup de méthane. Donc, il y a un contexte, bien sûr. Évidemment, lorsqu'on va détecter un spectre, il faut voir le contexte. Et la première question qu'on se pose, est-ce que ces molécules-là peuvent être là de manière en équilibre thermodynamique? Ou par exemple, je peux en parler, l'oxygène, est-ce une détection sans ambiguïté de vie? Pas nécessairement, parce qu'on peut avoir une atmosphère riche en eau qui est irradiée par une planète qui dissocie la molécule et fait une atmosphère riche en oxygène. Et ça peut faire donc voilà une manière abiotique de faire de l'oxygène. Mais dépendamment de la présence des autres molécules, on est capable de pouvoir déduire que c'est soit abiotique ou non. C'est pas simple. En fait, le jour où on va peut-être trouver de l'oxygène dans une planète extrasolaire, ça sera pas, on ne va pas tout de suite conclure que c'est de la vie. Ça va en prendre plusieurs pour voir qu'il y a un patron de plusieurs systèmes planétaires avec ce genre de détection de molécules qui, normalement, ne devraient pas être là. Et c'est comme ça qu'on va pas conclure par inférence que, en toute probabilité, ce qu'on a à faire, c'est de la vie. Mais je suis curieux, comme pour vous, si genre pour se justifier à chercher comme quelque chose qui est semblable à nous, il faut quelque part penser que le type de vie qui a émergé ici, c'est comme un peu inévitable, puis que ça arriverait dans d'autres conditions. Mais est-ce qu'il y a de la recherche qui est faite pour de comprendre comment ça peut émerger, puis comment ça serait inévitable? Parce que si c'est pas le cas, c'est un petit peu comme un acte de foi de... Tout à fait, mais ça demeure quand même une question tout à fait légitime à répondre. Et peut-être la réponse est qu'on est seul, ou on n'arrive pas à trouver de vie comme ça. Mais bon, là, on tombe dans un domaine très, très large. Est-ce que la chimie du silicium est possible pour faire de la vie? On sait que le carbone, c'est une molécule très, très flexible, n'est-ce pas, pour faire des polymères. Et donc, il y a quand même une certaine convergence là, dans les opinions que, en toute probabilité, s'il y a de la vie ailleurs, elle sera probablement à base de carbone, mais qui sait comment elle va s'exprimer? Ça, on ne le sait pas du tout. OK. Donc, juste vous montrer comment, maintenant, toute la difficulté d'étudier des exoplanètes, là, on est à la distance de, encore une fois, Cassini, cette magnifique image de Saturne. Et là, on peut voir, on ne voit pas très bien, là, mais il y a des étoiles dans le champ, mais voyez ici, ça, c'est la Terre.
Donc, vous voyez toute la difficulté là, maintenant de prendre la lumière qui vient de ce petit point-là et de déduire que d'abord, il y a une atmosphère et potentiellement de la vie. Et on n'est pas loin, là. On est juste à la distance de Saturne. Voici une autre image, encore une fois de la Terre, mais prise par la sonde Voyageur, qui est partie en 1977, qui a pris un cliché. Là, on est vraiment aux confins du système solaire. Et Voyageur a retourné sa caméra vers la Terre pour prendre ce petit point bleu-là. Et en fait, voici une autre image, juste pour vous illustrer toute la difficulté de détecter ces planètes-là. Ça, c'est l'image obtenue par le télescope Hubble, ce qu'on appelle le Hubble Deep Field, l'image la plus profonde jamais obtenue d'un morceau de ciel. C'est la taille du pouce, là, le ciel. Là. Et tout ce qu'on voit là-dedans, c'est des galaxies. Alors, prenez la galaxie la plus faible là-dedans, et c'est la brillance d'une exoplanète, typiquement, qu'on peut espérer trouver. Le problème, c'est que cette exoplanète-là n'est pas seule comme ça. Elle est à côté d'une étoile qui est complètement aveugle. Et ça a été une chose dans laquelle j'ai travaillé beaucoup dans ma carrière. Comment arriver à trouver des techniques pour pouvoir détecter un point très, 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 très faible à côté d'un point très, 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 très lumineux. On y est arrivé, c'est difficile. Je vais en parler très, très brièvement. OK, alors ce qui m'amène à vous parler des techniques. Comment on fait pour trouver des exoplanètes? Et il y en a plein de techniques, là, mais je vais vous parler de celles qui sont les plus pertinentes dans le contexte de la recherche de la vie. Parce qu'il y a plein de choses qu'il faut savoir. Il faut pouvoir, non seulement plus que détecter une planète, il faut savoir c'est quoi sa masse, son rayon. Il faut savoir aussi, est-ce qu'elle a une atmosphère. Donc, il y a trois grandes techniques. Je peux l'illustrer, en fait, en prenant une vue du ciel. Là. On ne voit pas très bien ici, mais en fait, c'est d'une région dans l'hémisphère nord. S'il y a des astronomes amateurs dans la salle, c'est le Grand Carré de Pégase. Et dans cette région-là du ciel, il y a trois étoiles qui représentent la façon dont on peut détecter les exoplanètes. La première, ici, c'est 51 Pégasi. C'est une étoile à peu près comme le Soleil, la même masse, et autour de laquelle on a trouvé une planète. En 1995, c'est Michel Maillard et Didier Queloz, par la technique de vélociométrie. C'est très, très simple. C'est que, évidemment, c'est schématisé ici, là. Donc, bien sûr, la planète tourne autour de son étoile, mais autour d'un barycentre. Hein? Et on ne voit pas la planète. Elle est beaucoup trop faible. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un spectre de l'étoile, à un moment donné, et on peut mesurer les raies d'absorption avec des références. On arrive, par effet Doppler, de mesurer le mouvement de va-et-vient dans le temps. Donc, vous voyez ici, c'est tiré de l'article Nature. Donc, vous voyez le mouvement très caractéristique là, sinusoïdal d'une planète. Et, on peut prendre les lois de Kepler pour déduire que l'amplitude ici, en fait, est une mesure du produit de la masse fois le sinus de l'inclinaison. Vous pouvez comprendre que, dépendamment de l'inclinaison du système, si le système est vu par le pôle, on ne peut pas mesurer le mouvement réflexe de la planète. Donc, il y a une ambiguïté là-dessus. Mais cette technique-là est absolument fondamentale pour pouvoir mesurer la masse des exoplanètes. OK. Et donc, notez l'amplitude ici. Donc, à l'époque, là, on mesurait des amplitudes d'à peu près 50 mètres par seconde, avec des barres d'erreur de typiquement 10 à 15 mètres par seconde. Depuis, on s'est amélioré considérablement. On est plutôt, en fait, au mètre par seconde. Je vais vous le montrer là. Alors, cette étoile-là, c'est quoi? Cette fameuse première découverte en 1995. En passant, c'est ce qui a changé ma vie. 1995, moi, j'ai été formé comme un astronome en astronomie extragalactique, mais cette découverte-là m'a fait changer de branche complètement. J'ai décidé que je m'intéressais à ça. Et cette planète-là, en fait, c'est une planète comme Jupiter, à peu près la moitié de la masse de Jupiter, mais elle est tout près de son étoile. Elle a une période orbitale d'à peu près 3 jours, tandis que Jupiter tourne autour de notre Soleil en 12 ans. Donc, les gens cherchaient des planètes comme ça. On prenait des pauses. C'était très long comme programme de recherche. Hein. Ça se déclinait sur de nombreuses années. Mais ça a été une surprise. Et maintenant, on comprend. En fait, on sait que les planètes ne se forment pas aussi près de leur étoile. Elles se forment beaucoup plus loin. Et par des processus de friction dynamique, elles migrent vers l'intérieur. OK. Alors, je vous montre maintenant ce qui se fait aujourd'hui. Et là, j'ai un petit lien avec les mathématiques. Ce que vous voyez ici, c'est la même courbe de lumière que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais pour l'étoile Proxima b. Donc, Proxima, c'est le système planétaire le plus proche du Soleil. En fait, c'est un système binaire. Il y a 2 étoiles, à peu près la même masse que le Soleil, et une troisième étoile, une petite étoile, une naine rouge, qui tourne autour de ce système binaire. Donc, c'est un système hiérarchique, un système triple. Et autour de Proxima, on sait maintenant qu'il y a une planète de la masse de la Terre à peu près. Et ça, c'est les vitesses qu'on mesure. Donc, vous voyez, les barres d'erreur maintenant sont rendues au mètre par seconde. Et est-ce que vous êtes convaincu qu'il y a une planète avec une période de 11 jours là-dedans?
c'est pas convaincant du tout. Et il faut prendre des analyses, en fait, il faut faire de l'inférence bayésienne, des processus gaussiens pour, en fait, la courbe rouge est due à l'activité de l'étoile. Il n'y a rien de simple. Hein. Quand je vous dis qu'on peut mesurer le mouvement de réflexe de l'étoile, ça, c'est en moyenne, mais les étoiles, elles ont des taches dessus. Et comme l'étoile tourne, bien, ça biaise la vitesse radiale, la vitesse de l'étoile. Et donc, il faut modéliser ça. Et maintenant, c'est très commun que quand on recherche une planète par vélocimétrie, on doit modéliser l'activité stellaire. Et une fois qu'on fait ça, c'est un peu l'équivalent d'une transformée de Fourier de ça. Là. Vous voyez, il y a un pic autour de 11 jours. Et 11 jours, c'est pile poil dans la zone habitable. Donc voilà, une planète qu'on sait qu'elle est là. On ne la voit pas. Elle est beaucoup trop faible. On sait qu'elle ne transite pas. On a regardé beaucoup l'étoile pour voir si par hasard elle pouvait transiter. Elle ne transite pas son étoile, mais elle est en plein dans la zone habitable. Donc, le système planétaire le plus proche du Soleil a une planète dans la zone habitable. Que veut dire le mot transiter? J'y arrive. C'est justement là. Alors, voici une autre étoile, HD 209-458, qui est une étoile similaire à 51 Pégasi, pour laquelle on avait trouvé aussi autour une planète géante. Et en fait, on pouvait déduire que la planète pourrait transiter. Alors, transiter, ça veut dire que, de notre perspective, la planète passe devant son étoile. Et cette découverte-là a été faite en 2001 par David Charbonneau, qui est un Canadien d'origine. Il est d'Ottawa, il est maintenant à l'Université de Harvard. Donc, évidemment, on ne voit pas ça au télescope, mais ce qu'on peut faire au télescope, c'est mesurer la brillance des étoiles. Donc, si par hasard la planète passe devant l'étoile, bien, vous allez mesurer une baisse de luminosité. Et vous pouvez voir que plus la planète est grosse, bien, plus la profondeur, le clin d'œil que l'étoile va nous faire sera d'autant plus important. Or, on connaît très, très bien le rayon des étoiles. Ça fait partie de l'astrophysique 101. Là. On est capable de pouvoir déterminer non seulement les différents paramètres stellaires, la température, etc. Donc, si on connaît le rayon, bien évidemment, ce qu'on mesure ici, c'est le rapport des carrés du rayon de la planète et de l'étoile. Donc, cette technique-là, la technique du transit, nous permet de déterminer le rayon. Et donc, avec l'autre technique de vélocimétrie, on peut avoir la masse, donc on peut avoir la densité. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de dire qu'on a affaire soit à une boule de roche, une boule de gaz. Et en l'occurrence, ici, on a bien vu que c'était effectivement une planète gazeuse. Et cette technique-là est absolument fondamentale, du moins à court terme, dans cette grande quête là, de pouvoir au moins sonder l'atmosphère des exoplanètes. Je vais vous expliquer comment plus tard. OK. Alors, j'arrive à ma préférée, HAB 8799. Donc, oui, ils sont à peu près à la même place dans le ciel. Là. Et celle-ci, on a réussi à prendre des images. Donc, c'est deux de mes anciens étudiants, Christian Marois, David Lafrenière, qui est maintenant collègue ici à l'Université de Montréal. Et ce qu'on a fait, c'est un programme, après 95, on s'est mis à rêver de comment on pourrait trouver des planètes, mais en prenant des images. Et ça, c'est une grande quête qui a pris à peu près une dizaine d'années. Je fais grâce des détails, là, mais on a réussi à trouver des algorithmes qui permettent de pouvoir vraiment soustraire le signal de l'étoile qui est éblouissant pour mettre en évidence les planètes. Et alors, voici une belle animation qui a été faite en partie par Christian Marois. Et donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est un système qui n'a pas une. Il y a 4 planètes. Et ce sont des planètes qui ont à peu près la masse de 5 à 10 fois la masse de Jupiter. Donc, ce sont des super Jupiters. Et vous les voyez tourner, là. Donc, ce que vous voyez ici, c'est dans le temps. Ça va d'à peu près 2012 à 2016. Et donc, on les voit très, très bien tourner. Et donc, c'était la première fois qu'on arrivait à prendre des images. Et à terme, la raison pour laquelle les gens se sont tellement excités, on est en 2008 ici, c'est que si on est capable d'isoler la lumière des planètes, bien, ça veut dire qu'on est capable d'analyser potentiellement leur atmosphère. Et ça, dans le contexte de la recherche de la vie, l'imagerie à haut contraste est vraiment une technique qui est anticipée comme étant importante dans le futur pour le faire. Mais à court terme, ce n'est pas cette voie-là qu'on va prendre. Bon, OK, j'avance. Alors, juste vous montrer comment se compare ce système planétaire-là par rapport au système sur Terre. Donc, vous avez à l'échelle ici les orbites. Donc, la planète la plus proche qu'on détecte, là, elle est à peu près la distance entre Saturne et Uranus. Là. Donc, c'est un système solaire 2 fois plus grand que le nôtre. Et d'ailleurs, l'étoile principale est à peu près 2 fois la masse du Soleil. OK, alors, quelles sont les prochaines étapes vers cette grande quête-là, de trouver de la vie? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut d'abord trouver les planètes rocheuses habitables les plus près du Soleil.
Donc, je vous ai donné des exemples de systèmes planétaires qu'on a trouvés, mais on n'a pas vraiment, en fait, complété un recensement galactique. Il faut les trouver, et ça, là-dessus, il y a beaucoup de travail qui se fait dans l'espace et au sol. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et ensuite, détecter leur atmosphère et en déterminer la composition chimique. Donc, c'est le programme qui se décline, qui va se faire sur plusieurs années, vraisemblablement même des décennies. Alors, je vais vous donner maintenant, quelle est la meilleure chance? Vous avez mentionné là, un type de vie, mais en fait, il y a même un type d'étoile où est-ce qu'on a la meilleure chance de le faire, et ce sont ce qu'on appelle les naines rouges. La majorité des étoiles dans le voisinage du Soleil, ça n'en a pas comme le Soleil. Ils ont à peu près une masse et un rayon à peu près 1/3 du Soleil. Elles sont très, très petites, très, très peu lumineuses, à peu près 1000 fois plus faibles. Et en fait, on n'en voit aucune à l'œil nu. Les étoiles que vous voyez dans le ciel, là, ce ne sont pas des naines rouges, mais prenez un volume autour du Soleil, là, faites le compte des étoiles. 80 de ces étoiles-là, ce sont des petites naines rouges. Okay. Alors, comme elles sont peu lumineuses, la zone habitable, elle est très différente. Elle est en fait beaucoup plus près de l'étoile. Donc, vous voyez, là, elle est bien à l'intérieur de Mercure. Donc, je vous parlais de Proxima b, mais Proxima, c'est une naine rouge, et la planète qui est avec une période orbitale de 11 jours, ben voilà, c'est une année. Elle est dans la zone habitable. Donc, une année dans la zone habitable d'une naine rouge, ce n'est pas 365 jours, c'est 2 semaines. Et ça, c'est très pratique parce que dans le contexte de donner un projet de doctorat à un étudiant, ça ne prend pas 4 ans. Trouver une planète, ça en prend 2 semaines. Donc, mais c'est aussi globalement beaucoup plus facile de pouvoir trouver des planètes et détecter leur atmosphère autour des petites étoiles. Vous allez le voir à mesure que j'avance. Donc, encore une fois, on se fait très opportuniste. On regarde ce qu'on peut possiblement détecter. Et c'est, à toute fin pratique, impossible de le faire autour d'étoiles comme le Soleil. Là. Il y a un petit problème ici, désolé. OK, je vais enlever le son ici. A square 24 degrees wide, large enough to contain an entire constellation. TESS has 4 of these cameras arranged to view a long strip. Je vais le laisser pour l'instant. Alors, quand je vous parlais de recensement, c'est que je peux l'arrêter tout de suite. It will cover the southern sky in its first year, Écoutez-le. and then begin scanning the north. TESS will study 85. OK. Alors, c'est que TESS, c'est un satellite. Il est tout petit. C'est une caméra à peu près grosse comme ça. Et son but, c'est de faire un relevé de tout le ciel, partout, pour trouver les planètes qui transitent. Et lorsqu'on fait un relevé de tout le ciel, en moyenne, on va trouver les étoiles les plus près de nous. Et l'objectif, c'est vraiment de trouver les systèmes planétaires qui transitent les plus près du Soleil, qu'on va plus tard étudier avec James Webb. Mais juste vous montrer toute la complexité de la chose. Donc, TESS regarde un grand champ de vue, une grande portion de ciel, et ce qu'il voit ça. Donc, ce sont l'image que TESS voit. Mais la réalité, c'est ça, qu'il y a 2 étoiles, ou en fait plusieurs. Et donc, ce que TESS nous dit, c'est que dans le fond, il regarde le ciel pendant 27 jours, et on mesure la luminosité des étoiles, et on voit un petit blip. Et plus tard, on voit un autre blip. Et c'est comme ça qu'on peut identifier les planètes qui transitent. Mais ce ne sont que des candidates. On sait que statistiquement, la moitié, ce sont ce qu'on appelle des faux positifs. Et pour ce faire, il faut aller observer au sol pour discriminer, est-ce que c'est C qui est responsable de la baisse de luminosité ou est-ce que c'est B? C'est pas l'image à gauche. C'est l'image telle que la caméra du satellite voit. Puis à droite. C'est une image au sol, mais de la même scène. C'est juste que la résolution, c'est une petite caméra, la résolution n'est pas très bonne. C'est un compromis entre couvrir une grande partie du ciel et avoir une résolution. Mais on peut quand même tirer des informations. Tout à fait. Ce qu'on peut mesurer, c'est mesurer dans le contour rouge. Là, on intègre la lumière là-dedans, dans le temps, et parfois, on voit une baisse de luminosité. Mais il y a une ambiguïté, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Et non seulement ça, mais il y a ce qu'on appelle des faux positifs. Donc, voici les différentes possibilités qu'on peut avoir. On peut avoir effectivement une planète qui passe devant l'étoile, et ça va faire une baisse de luminosité. Mais imaginez que vous avez ce système-là ici. Vous avez un système stellaire, un système binaire, mais beaucoup plus faible, en arrière-plan. OK? Mais si vous voyez tout ça, vous allez voir une petite baisse de luminosité qui vous fait croire que c'est une planète, mais ce n'est pas une planète. C'est en fait un système éclipsant. Et c'est pour ça qu'il faut faire des observations au sol pour confirmer que c'est bien ce système-là qui montre une variation et pas celui-là à côté. Et il y en a d'autres. Par exemple, une naine brune. Une naine brune, c'est une étoile manquée qui a à peu près la même taille que Jupiter, entre 1 et 60 fois la masse de Jupiter.
mais à cause de la pression de dégénérescence, le rayon est le même. Donc, on peut mesurer quelque chose qui ressemble à une planète comme Jupiter, mais la masse, elle est 60 fois plus grande. Donc, il y a plusieurs ambiguïtés comme ça. Enfin, bref, et vous pouvez avoir aussi un système binaire comme ça, mais rasant. Imaginez une étoile qui rase l'autre, là. Ça va faire une petite baisse de luminosité qui peut ressembler à un transit d'une exoplanète, mais qui n'en est pas. Et donc, il y a tout un travail à faire au sol. D'ailleurs, l'Observatoire du Mont Mégantic qui participe, de faire des suivis, par exemple, d'aller voir cette candidate-là que je vous ai montré tout à l'heure, pour dire, OK, maintenant, c'est l'étoile à gauche ou à droite qui montre que, en fait, qu'il n'y a aucune étoile autour qui montre le signal de variation, ce qui montre qu'on a affaire. Donc, c'est un travail qui se fait à l'échelle de la planète. OK. Je vous ai parlé de vélocimétrie de haute précision. Comme on s'intéresse beaucoup aux naines rouges, elles sont très, très faibles et leur spectre est émis surtout dans le domaine infrarouge. Donc, il y a eu toute une poussée pour développer des instruments qui sont spécialisés pour faire ça dans le domaine infrarouge. Et en voici deux exemples, Spirou et NIRPS. Un qui est dans l'hémisphère nord, qui est déjà en opération, et un qu'on est en train d'installer présentement au Chili. Tu vois, c'est une erreur, c'est une vieille slide. Là. On va commencer en 2022. Mais le point ici, c'est qu'on va faire un recensement des étoiles. On va, dans le fond, interroger chaque étoile, les naines rouges, avez-vous une planète autour de vous? Et c'est un travail qui prend beaucoup de temps, de nombreuses années. Donc, on aura à peu près 1000 nuits d'observation dans une décennie à peu près. Et juste vous donner un exemple, c'est les systèmes planétaires qui sont connus dans le voisinage du Soleil. Les astronomes aiment bien l'unité parsec, c'est une unité de distance, c'est à peu près 3 années-lumière, un parsec. Là. Et donc, on observe dans un horizon d'à peu près 20 parsecs, donc 60 années-lumière. Donc, je rappelle que notre galaxie, c'est 100 000 années-lumière. Donc, on regarde là, vraiment tout près du Soleil. C'est juste là qu'on peut espérer trouver quelque chose. Donc, une fois qu'on aura fini nos relevés, notre recensement, on aura à peu près fait ça à peu près. Donc, on va avoir trouvé beaucoup plus de systèmes planétaires et donc on va avoir de meilleures statistiques sur la fraction des étoiles qui ont une planète dans la zone habitable. On aura surtout trouvé plus les petits points bleus, là, ce sont des systèmes qui sont dans la zone habitable. Donc, vous voyez comment il y a tout un effort d'abord de trouver ces systèmes planétaires-là pour ensuite pouvoir les étudier en détail. OK. Alors, ce qui m'amène à vous parler de mon télescope préféré, le télescope James Webb, qui a été lancé le jour de Noël. Et juste pour vous calibrer, le test là, que je vous montrais, là, c'est gros comme ça. Là. Donc, chaque segment de Webb, c'est 1,3 mètres, c'est 6,5 mètres de diamètre, 10 milliards de dollars. C'est une des machines les plus complexes qui a jamais été conçue par l'humanité. Alors, il est tellement grand, tellement gros qu'on ne pouvait pas le mettre dans une fusée comme ça. Donc, il a fallu le configurer comme ceci. Donc, c'est une grosse figure d'origami qu'il a fallu déployer dans l'espace. Et ça, c'était la terreur de tout le monde. Plusieurs n'y croyaient pas, mais ça s'est passé très, très bien. Alors, c'est le jour de Noël. Pardon. T-minus 30 seconds and counting. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé le lancement de Webb? Vous voyez, le télescope est dans le bout de la fusée ici. Là. Donc, c'est une collaboration entre l'Agence spatiale canadienne, l'Agence spatiale européenne et la NASA. On entend en Guyane française, donc ça se passe en français. Il y a un 7 secondes après, c'est ça qu'il fallait savoir. Ça a l'air de rien, là. Mais là, ça, c'est une bombe contrôlée. Et donc, l'instrument, le télescope a dû être fait pour ça. Alors, ça, c'est ce que vous avez vu peut-être à la télévision, mais je vous partage, moi, ce que j'ai vu. J'étais sur place. C'était très compliqué de me rendre là parce que c'était en pleine pandémie. Et donc, là, on est à 5 km du site. C'est le plus près qu'on peut être. C'était nuageux, mais bon, vous n'allez pas le voir, mais vous voyez comment c'est, là. C'est en fait c'est le jour de Noël. Ça a pris du son pour bien rendre. Mais vous allez voir. C'est mon sel.
On était une centaine à peu près là-bas. Là. Alors, beaucoup d'émotions. Évidemment, on ne voit rien, mais le son. Bon, je suis très émotif quand j'écoute ça, là, parce que je suis sur le projet-là depuis 2001. OK, donc, a suivi ensuite 2 semaines de déploiement du télescope. Et donc, c'est une opération qui s'est passée sans anicroche, vraiment pile poil. Et là, ça fait quelques jours, en fait, qu'on a réussi à aligner. Les 18 miroirs, là, il faut les aligner à une fraction de longueur d'onde. Donc, c'est très difficile à faire. Et donc, il y a tout un procédé qui a été mis en place depuis très, très longtemps. On ne voit pas très bien ici, mais voici l'image du télescope qui montre qu'il est parfaitement aligné et bien au-delà de ce qu'on voulait faire en termes de requis scientifiques. C'est une figure de diffraction. En fait, c'est pas compliqué. L'image qu'on voit au télescope, c'est simplement la transformée de Fourier de la pupille du télescope, la pupille hexagonale, là, et le fait qu'il y a des structures qui soutiennent les miroirs secondaires. Vous voyez la structure hexagonale des segments, là, c'est de la diffraction. C'est tout simplement ça. Et en fait, ce que vous voyez, on a des petites galaxies, là, donc le télescope marche très, très bien. On est en cours de faire ça. Moi, tous les jours à 1h30, je manque aujourd'hui, là, il y a une téléconf pour faire le briefing, où est-ce qu'on est rendu. Ça roule 24 heures, 7 jours par semaine. Donc, et les tests vont se terminer vers la fin juin. Et au moment où on va sortir les toutes premières images et données, les specs des 4 instruments. Alors, très brièvement, donc il y a 4 instruments. Donc, derrière le télescope focalise la lumière derrière. Il y a 4 instruments qui font différentes choses, qui font de l'imagerie, qui font de la spectroscopie. Et le Canada en a un. Et en fait, c'est 2 instruments dans un. D'une part, c'est une caméra de guidage. Et lorsqu'on pointe une étoile, une galaxie, le télescope est tellement grand qu'il n'est pas stable. Et donc, on veut des images très, très fines. Donc, on doit guider le télescope. Et ce qu'on fait, c'est que notre caméra, en tout temps, prend une image d'une étoile et mesure sa position 16 fois par seconde. Et ensuite, envoie le signal d'erreur à un autre petit miroir dans le télescope pour le basculer, pour garder les images très, 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 très fines. Juste pour vous donner une idée de la précision de l'appareil, c'est l'équivalent de détecter un mouvement angulaire d'à peu près l'épaisseur d'un cheveu humain à 1 km. Ou si vous voulez, vous êtes à Toronto, vous faites un clin d'œil, puis je le vois, si la Terre est plate. Bon, ne me citez pas. Et de l'autre côté, oui. Je suis curieux, ça, c'est l'instrument? Oui, c'est à peu près la taille d'un lave-vaisselle. Ça, mais il m'a l'air comme pas très compact. Ça, il m'a l'air gros pour quelque chose que tu peux mettre dans l'espace. C'est parce qu'il n'est pas fini ou c'est parce qu'il y a une raison pour laquelle... Non, il est bien fini. Il est complètement fini. Et on ne voit rien, on ne voit pas le système optique, là, mais en fait, il y a 2 instruments. Il y en a un en haut et il y en a un en bas. Là. Mais pourquoi il y a comme autant de vide? Je ne sais pas, ça ne m'a pas l'air très compact. Ça ne peut pas être plus compact que ça. Mais bon, il faudrait que je vous montre les détails de l'instrument. Je n'aurai pas le temps de faire ça, mais je vais vous montrer un détail à l'intérieur qui est en fait une roue à filtre où il y a différents éléments optiques pour faire différentes choses, faire de l'imagerie. Et ici, il y a un petit prisme qu'on a conçu. En fait, notre instrument a eu une histoire un peu chaoteuse, là, mais en bref, on a vraiment conçu notre instrument pour justement détecter l'atmosphère des exoplanètes. Donc, imaginez toute la lumière du télescope, là, de 6,5 mètres, qui va être concentrée dans un petit prisme comme ça, d'à peu près 2 cm, là, et ça va faire un spectre au bout, là, et c'est vraiment spécialisé pour étudier l'atmosphère des exoplanètes. Donc, je vous donne un exemple. Alors, je vous ai parlé de la technique du transit, là. Alors, imaginez maintenant qu'au lieu de prendre une image dans toutes les longueurs d'onde, on prend un spectre de l'étoile, OK? Et donc, un spectre, ça veut dire mesurer la couleur. Alors, imaginez que votre planète a une atmosphère et de différentes molécules. Donc, ça veut dire qu'à certaines longueurs d'onde, par exemple de l'eau, l'opacité va être plus grande. Donc, la planète va vous paraître plus grande, OK? Donc, en mesurant la profondeur du transit en fonction de la longueur d'onde, on est capable comme ça de déterminer la composition chimique de l'atmosphère. C'est une mesure extrêmement délicate. C'est très difficile à faire. On a déjà commencé à le faire au sol. Et d'ailleurs, un de mes collègues, et juste vous donner une idée. OK, alors ce que vous voyez ici, c'est le transit de Vénus sur le Soleil. Donc, vous voyez, vous pouvez déceler là, le petit croissant de lumière, là. Donc, c'est ça qu'on essaie de détecter. C'est qu'on regarde l'étoile avant, OK, et on a un spectre de référence.
Et quand la planète passe devant l'étoile, bien là, on a une partie de l'étoile qui est filtrée par le petit croissant de l'atmosphère. Conceptuellement, vous comprenez, prenez le rapport des deux, ce qui est net, c'est le spectre de l'atmosphère. Et plus l'étoile, elle est grosse, plus c'est difficile. Donc, vous voyez, vous comprenez comment c'est beaucoup plus facile de faire ça autour d'une petite étoile. Donc, vous voyez la profondeur du transit par rapport à une étoile comme le Soleil, mais autour d'une naine rouge, la profondeur, elle est beaucoup plus grosse. Mais là, ce qu'on essaie de faire, nous, là, c'est de mesurer ce qui se passe en bas ici. S'il y a une atmosphère, il y a une petite variation qui va se passer ici. Et c'est ça qu'on essaie de mesurer. C'est pas facile. Alors, c'était fait avec le télescope Hubble, et mon collègue Bjorn Bennecke. Bjorn est non seulement un observateur aguerri de systèmes planétaires comme ça, mais c'est aussi un théoricien qui est capable de calculer de quoi avoir l'air un spectre d'une exoplanète. Et en fait, ce que fait Bjorn, c'est qu'il a trouvé de l'eau dans une planète, une mini-Neptune. Et ça, c'est un pas absolument incroyable. Non seulement ça, mais ces observations montrent qu'il y a des évidences, qu'il y a des nuages dans l'atmosphère de cette petite Neptune-là. Donc, qui dit nuage dit de l'eau liquide. Donc, c'est une des premières découvertes où est-ce qu'on trouve de l'eau liquide dans l'atmosphère d'une exoplanète. Alors, on va observer ce système-là. Le système TRAPPIST, c'est un système vraiment très particulier. Il est seulement à 40 années-lumière. C'est 7 petites planètes qui transitent autour d'une petite naine rouge. Et en fait, 3 de ceux-là sont dans la fameuse zone habitable. Et donc, ce système-là sera étudié en détail par le télescope James Webb, et notamment notre équipe canadienne va regarder, en fait, toutes les planètes, en particulier F ici. Et une chose à mentionner, c'est que ces étoiles, on sait que ces planètes-là sont en rotation synchrone, comme la Lune autour de la Terre. C'est-à-dire qu'elles montent toujours la même face autour de leur étoile, ce qui fait qu'il y a un côté jour et nuit permanent. Donc, on peut anticiper qu'il y a peut-être un océan liquide d'un côté et de l'autre côté, c'est de la glace. En fait, on ne sait pas trop. Il peut y avoir beaucoup de circulation qui va peut-être tempérer le côté nuit. Mais bref, on ne le sait pas. Mais on va le savoir bientôt parce qu'on va pouvoir observer ces systèmes-là pour voir s'ils ont une atmosphère. Alors, on est capable de juste montrer la taille relative. Ça, c'est le Soleil. Là. Vous voyez, on n'est pas capable de montrer la grande taille du Soleil. Ça, c'est la taille de TRAPPIST-1, la petite étoile. Et ça, c'est la taille de Jupiter. Vous voyez que c'est une planète une étoile à peine plus grosse que notre planète Jupiter. Alors, on peut faire des simulations. D'ailleurs, Bjorn est capable de montrer qu'est-ce qu'on devrait observer avec l'instrument canadien. Faisons l'hypothèse que le TRAPPIST-1F a une atmosphère riche en eau. Donc, il n'y a pas de nuages. C'est vraiment des conditions idéales, là, je le précise. Là. Et ça prend en fait seulement 2 événements de transit. Ils sont combinés ensemble. Et voici le spectre qu'on mesurait. Donc, ce qu'on mesure ici, c'est la profondeur du transit, en parties par million. Là. Et le spectre en bleu, c'est ce qu'on s'attend pour une atmosphère riche en eau. Okay? Et les points noirs, bien, ce sont les mesures qu'on pourrait espérer. On connaît bien les performances de notre instrument. On est capable d'estimer qu'on doit avoir des mesures comme ça. Donc, si on avait ça, ça serait une preuve absolument indéniable que, il y a une atmosphère autour de TRAPPIST-1F. C'est la première question qu'on veut poser. Et cette atmosphère-là, elle est riche en eau. Donc, vous voyez toute la puissance de faire de la spectroscopie avec un télescope très, très grand qui est vraiment spécialisé pour faire ça. OK. Alors, je termine pour vous dire que ça ne va pas se restreindre qu'au... je vais... C'est l'avènement des télescopes géants. Donc, il y a le télescope de 30 mètres dans lequel le Canada est impliqué. Il y a le télescope de 39 mètres, les Européens, qui sera en opération autour de 2027. Il y en a un autre aussi dans le sud. Et juste pour vous montrer qu'on travaille déjà sur des instruments pour équiper le télescope de 39 mètres qui va nous permettre de pouvoir aller chercher des biosignatures. Est-ce que Webb va trouver une biosignature? C'est très spéculatif. Je pense que la nature va être très généreuse pour qu'on puisse le faire. Ceci dit, je pourrais me tromper. Mais en toute probabilité, il faudra probablement attendre l'avènement des télescopes de 40 mètres pour faire cette détection-là. Mais on sait que s'il existe, par exemple, si TRAPPIST-1 ou Proxima b a une atmosphère riche en oxygène, on sera capable de mesurer avec ce télescope-là. Et plus tard, maintenant qu'on a eu du succès, on pense déjà à la prochaine génération des télescopes dans l'espace. Voici un concept qui s'appelle le télescope LUVOIR. Donc là, ce n'est pas un télescope de 6,5 mètres, c'est un télescope de 8 à 12 mètres. Et ce télescope-là serait vraiment strictement spécialisé pour aller, cette fois-ci, prendre des images. Les images que je vous ai montrées tout à l'heure, là, mais là, pas des super Jupiter, des planètes comme la Terre, pour être capable de pouvoir prendre un spectre
de ne pas être contraint de prendre des systèmes planétaires qui transitent. Le problème avec les transits, c'est que vous avez à peu près 1 % de chance en moyenne de voir un système qui transite. Donc, en moyenne, ces systèmes-là sont relativement loin du Soleil. Donc, voici le genre d'observation que ce télescope-là pourrait faire. On est certainement dans les 2040 plus, là. Donc, on serait capable de voir un système équivalent à la Terre et de prendre le spectre et qui pourrait ressembler à ceci. Mais je vais revenir sur votre point pour vous dire que ça ne sera peut-être pas ça qu'on va voir. Ça sera peut-être quelque chose qui est bruté et qu'on ne voit pas bien. Et je reviens, en fait, à cette image-là que j'ai montrée tout à l'heure, où est-ce qu'on avait mis en évidence des planètes. Mais après notre découverte, en 2008, David, mon étudiant à l'époque, est allé voir dans les archives du télescope Hubble pour se rendre compte que cette étoile-là avait été observée avec Hubble, okay, dans le but de trouver des exoplanètes. Et c'est ce que Hubble nous avait donné. On ne voyait rien autour de cette étoile-là. Mais les techniques qu'on a développées pour mettre en évidence les planètes, je m'en rappelle que c'était hier. David arrive dans mon bureau, il dit « Regarde, René, 30 secondes, son algorithme, une inversion de matrice absolument simple, un algorithme très élégant, tout simple, qui a permis de pouvoir trouver la planète. » Mon point est suivant. Ça a pris 10 ans de travail, 2 doctorats, des campagnes d'observation, des développements d'instruments pour finalement prendre un système planétaire, mais les données étaient là devant nous. Ils étaient là, sur Internet. Ça prenait juste un petit algorithme tout simple, un laptop. Il fallait juste le trouver. Mon point, c'est que faites attention. Vous allez peut-être voir rien dans votre spec. Il y a peut-être un signal. Vous n'êtes juste pas assez malin. Donc, il faut toujours être ouvert à ce qu'il y a peut-être beaucoup plus de choses dans vos données. Donc, voilà, l'aventure commence. Webb sera en opération dès cet été. Les premiers specs de TRAPPIST vont peut-être arriver déjà cet automne. Et ça sera une décennie extrêmement active. Alors, je vous parle de l'IREX. Tous ces instruments-là, bien sûr, c'est un développement instrumental, mais évidemment, on veut exploiter scientifiquement. Et donc, on a créé cet institut-là ici à l'Université de Montréal avec des collaborateurs à McGill, à Bishop, Laval. Notre vision, c'est on va participer à cette grande découverte-là de la vie ailleurs. Et j'aime croire que le Québec fera partie de ça un jour. Allez, j'arrête ici. Oui. Je suis curieux. C'est quoi la TRAPPIST 1? Oui. Et à combien de distance de la Terre? 40 années-lumière. Puis est-ce que ça serait comme réaliste, genre, dans un même futur lointain, de pouvoir avoir des méthodes de propulsion qui nous rendent là-bas dans le temps qu'il y a de là-bas? Non. Dans le fond, toutes les choses qu'on regarde sont vraiment trop loin pour que l'humanité se rende jamais là. Tout à fait. Ça se mesure. C'est juste que ça se mesure en dizaines de milliers d'années. Prendre les systèmes de propulsion les plus rapides qu'on a actuellement, là, c'est des dizaines de milliers d'années pour s'y rendre. Okay. Mais I guess, c'est peut-être une mauvaise question, mais d'abord, c'est quoi pour vous l'intérêt de observer des choses qui, de toute façon, qui existent ou qui n'existent pas, ça ne change pas grand-chose parce qu'on n'a aucune façon d'interagir. Bien, déjà, de savoir qu'il y a une activité biologique dans une du système TRAPPIST 1, ça serait une découverte absolument incroyable. De savoir que, bien, on n'est pas seul. Il y a de la vie ailleurs. Et j'aime croire qu'on va y arriver. Ça va prendre du temps. Mais bien sûr, en fait, ce que tout ça nous montre, en fait, c'est qu'on vit dans un système planétaire très particulier. Et il n'y a pas de plan B, là. On ne peut pas aller, comme dans les films de science-fiction, aller là-bas, là. Il faut tenir compte, il faut prendre soin de notre planète. Elle est très, très fragile. Oui? Est-ce que vous avez une opinion par rapport à la vie intelligente? En fait, la question se pose, en fait, c'est pas moi qui l'ai fait, bien sûr, c'est le fameux paradoxe de Fermi. Que dit le paradoxe de Fermi? C'est-à-dire, s'il y a tant de civilisations extraterrestres, comment ça qu'on ne les voit pas? Parce que, bon, on peut imaginer là, que dans un futur, je ne sais pas, donnons-nous 1 millier d'années. Okay? L'humanité aura réussi à construire une machine qu'on appelle une machine de Van Neumann. Une machine qui est capable de se reproduire elle-même, qui irait s'asseoir sur un astéroïde quelque part, et elle part toute une ville. C'est compliqué, hein? Imaginez, là. Et bien, le sous-produit de se reproduire elle-même, c'est de mettre une petite antenne. « Bonjour, je suis ici ». Faites le calcul, c'est simple, là. Ça prend quelques dizaines de millions d'années pour qu'il y ait des antennes partout. Je suis ici. On n'entend rien. Alors,
ou bien il n'y a jamais eu une civilisation dans notre galaxie qui a réussi à faire ça, ou bien les civilisations s'éteignent très, très rapidement. On ne le sait pas. Hein? C'est quoi votre pronostic sur la survie de l'humanité dans les prochaines centaines d'années? Qui sait? Peut-être qu'effectivement, les civilisations sont de très, très courte durée. Lequel cas, il y a beau avoir des milliards d'étoiles, c'est peut-être difficile. Donc, autrement dit, je ne sais pas. Mais c'est pas impossible qu'on soit seul dans notre galaxie, en termes de civilisation intelligente. Une dernière, je pense. Oui. Est-ce qu'il y a une définition comme de la vie que vous utilisez, soit intuitivement, soit formellement, dans ces recherches-là? Parce que je pourrais penser à des choses qui seraient comme, je ne sais pas, une affaire en tête, mettons un système météorologique autour d'une planète qui devient capable de... qui a une structure assez complexe et qui tourne autour de certains attracteurs de façon à ce qu'on pourrait dire qu'ils contrôlent quelque chose? Bien, la vie se définit. Bon, il y a d'abord être capable de se reproduire soi-même. Il y a la question aussi du métabolisme. Donc, la vie, en fait, inverse l'entropie dans l'univers. L'entropie augmente dans l'univers, tandis que localement, avec la vie, elle réduit. Mais ça se résume à peu près à ça. La vie, c'est d'abord être capable de se reproduire soi-même et de métaboliser. Mais bon, un cristal, ça se reproduit, mais ça ne métabolise rien. Donc, je pense que la vie se définit assez bien comme ça. Mais ceci dit, c'est une très bonne question. Il y en a qui travaillent beaucoup là-dessus. Comment peut-on... les systèmes informatiques, des fois, on pourrait imaginer qu'ils sont vivants. Hein. Ils ont des similarités assez grandes avec la vie, là. Les virus informatiques. Mais bon, on parle d'activités biologiques, là. Donc... mais oui, ce que vous avez dit, là, est-ce qu'il existe une autre vie différente de celle basée du carbone? On ne sait pas. Mais on va essayer de répondre à celle-là. Ouais. Merci.